Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont on va plus loin. Au programme, ce soir, notre grand débat autour de l'événement politique du jour. Le retour d'Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles. Le chef de l'État y a exposé les grandes lignes de sa politique pour les 12 prochains mois. Pas d'annonce, pas de catalogue de mesures, on le savait, mais des mises au point en matière économique, sociale, sécuritaire et européenne. Mais alors qu'il multipliait ces derniers mois les signaux contraires et un peu obscurs, la vraie question est de savoir s'il a clarifié les choses. Emmanuel Macron a-t-il donné plus de lisibilité à sa politique? A-t-il redonné un cap? A-t-il convaincu ceux qui l'accusent de laisser des Français sur le carreau? Autant de questions que nous poserons à nos invités ce soir. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Anne Levade à Jean-Pierre Mignard. Nous reviendrons sur le volet constitutionnel de ce discours car il y a eu une annonce concrète qui répond directement aux attaques de la France insoumise. Oui, il proposera un amendement lui permettant d'écouter et de répondre aux parlementaires lors du prochain congrès. C'est nouveau, mais est-ce contraire au principe de séparation des pouvoirs? Nous en débattrons avec nos spécialistes. L'entretien du jour, nous recevons Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale. Il nous dira lui aussi ce qu'il a pensé de ce discours présidentiel devant le Congrès. Il attendait qu'Emmanuel Macron dissipe ses doutes, ses interrogations, qu'il sorte de la politique spectacle. Le chef de l'État a-t-il répondu favorablement à ses attentes? Nous lui poserons la question. Mais d'abord donc la ligne de fond de ce discours présidentiel. Emmanuel Macron a quelque peu brouillé les messages ces dernières semaines. Migrants, aide sociale, plan pauvreté, rapport Borloo, revirement, couac de communication. Le chef de l'État a perdu quelques Français en cours de route. A-t-il redonné une vision aujourd'hui? On va tenter de répondre à cette question avec nos invités juste après ce sujet de Cécile Sixou. Il a entendu les critiques et devant le Congrès, Emmanuel Macron s'est voulu humble. Il y a une chose que tout président de la République sait. Il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout. Et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout. Humilité aussi face aux parlementaires qui ont critiqué le rythme des réformes, mais aussi vis-à-vis des corps intermédiaires, les syndicats, avec lesquels il veut désormais réinventer le contrat social du XXIe siècle. 1h30 de discours, mais peu d'annonces, parmi lesquelles une réforme de l'État pour faire baisser la dépense publique. C'est dans cet esprit que le Premier ministre présentera dans quelques semaines les nouvelles décisions permettant de tenir les engagements de baisse de nos dépenses publiques prises devant les Français. Cela s'accompagnera en particulier d'une réorganisation de l'État à travers plus de présence sur les territoires, plus de souplesse de gestion. Emmanuel Macron a également donné le cap de sa politique sociale en annonçant la réforme des retraites, un plan pauvreté, mais surtout la construction d'un État-providence du XXIe siècle. Nous devons construire l'État-providence du XXIe siècle. Un État-providence émancipateur, universel, efficace, responsabilisant. Enfin, Emmanuel Macron a lancé la campagne européenne qui opposera, selon lui, progressistes et nationalistes, une campagne dans laquelle il compte s'engager pleinement. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Mickaël Darmon, bonsoir, éditorialiste politique à Sud Radio. Patrick Appelmüller, bonsoir, directeur de la rédaction de l'Humanité. Alexandre Malafaille, bonsoir, président fondateur du think tank Sinopia. Et Benjamin Morel, bonsoir à vous également, docteur en sciences politiques à l'École normale Paris-Saclay. Merci à tous les quatre d'être ici. Évidemment, votre impression générale d'abord sur cette intervention présidentielle. Je posais cette question en introduction. Est-ce qu'Emmanuel Macron a pour vous redonné un cap, une lisibilité à sa politique? Mickaël Darmon. Il a redéfini le en même temps macroniste, macronien pour la suite du quinquennat. Effectivement, ça avait été annoncé comme étant les piliers de sa politique, ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche comme on voudra. La vie donc du quinquennat a commencé, les mesures, les réformes, et il a effectivement très certainement perdu en cours de route ou donné une inflexion très nette au début qui était d'abord une politique liée à l'économie et donc plutôt favorable à on va dire un pôle droit de manière générale. Là, il y a une volonté de redéfinir et de dire je n'ai pas changé en réalité. Donc en fait, il ne redéfinit pas un cap, il réaffirme tout simplement ce qu'il le système, c'est-à-dire, oui, on va certainement l'évoquer, sortir du pacte national post-Seconde Guerre mondiale qui avait organisé la France telle qu'on la connaît, ce qu'on avait appelé les 30 Glorieuses, et redéfinir ce qu'il a appelé donc l'État-providence du XXIe siècle, c'est-à-dire avec de la souplesse, de la gestion, de l'efficacité
l'efficacité sont des mots qui sont tout le temps revenus. Dans tous les registres, il y avait toujours ces 3 mots. Donc on voit bien qu'on reste quand même sur une inflexion au fond assez libérale. Patrick Appelmuller, avec tout de même une pointe d'humilité. Cécile Cixous l'a dit dans son sujet, il commence son discours avec... Ça a duré 2 phrases. L'humilité n'est pas ce qui caractérise Emmanuel Macron et dans le reste du discours non plus. Donc insuffisant pour répondre aux attaques sur sa présidence arrogante. Oui, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de mots pour peu de choses annoncées, des grands mots pour des petits riens. Je trouve que Emmanuel Macron s'est livré à un plaidoyer d'avocat de la défense de son bilan. Il a essayé de nous vendre beaucoup de baudets pour des chevaux de course. Il nous a présenté sa politique du logement comme une incarnation du progrès social, alors qu'on va faire moins de logement social après ces mesures. Il nous a présenté les mesures sur l'environnement comme une sorte de must, alors que le glyphosate ne peut pas prendre place dans la loi. Il nous a présenté une série de mesures économiques et sociales comme des grands progrès. En fait, il a fait une sorte de rebadigeon de l'image président des riches qui sort de tous les sondages, injuste, inefficace, c'est maintenant les 3/4 des Français qui pensent ça. Et il a essayé de mettre les mots émancipateurs sur des politiques de déréglementation. Il a essayé de parler de protection alors qu'il s'apprête à faire exploser le système de sécurité sociale et que d'ores et déjà dans les attendus, on aura pu découvrir qu'effectivement les pensions de réversion sont menacées, peut-être pas pour les retraités d'aujourd'hui, mais pour les retraités de demain. En fait, il a confirmé un cap très libéral et très réactionnaire sans annoncer de mesures sociales qui étaient attendues, soi-disant, par les macroniens pour donner l'image d'une jambe gauche. Je pense qu'en fait, il y a une hémiplégie côté gauche. On entend des points de vue très sévères. Alexandre Malafaye, vous êtes d'accord avec cette sévérité? De belles paroles, un discours pour rien? Non, c'est un bon discours, comme il sait les faire, mais c'est toute la problématique de l'exercice, d'être à la fois président et là, en même temps, Premier ministre. Il y a un problème de genre, je trouve. C'était pas à lui de prononcer ce genre de discours. Je pense que c'est un peu comme l'an dernier, c'est-à-dire qu'à un moment il faut faire des choix. On ne peut pas vouloir tout faire tout le temps en permanence. C'est un vrai sujet de gouvernance. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets de politique générale, qui peuvent effectivement rester au niveau des équipes qui sont en charge de ça. Et puis après, lui, effectivement, sur tous les sujets qui sont d'ordre, on va dire présidentiel, en référence à la Constitution. En plus, comme il va y avoir des annonces sur la Constitution demain, il pouvait effectivement aujourd'hui se livrer. Sa seule annonce, c'est à dire je reviendrai l'an prochain. Et comme ça, vous pourrez me poser des questions en direct. Enfin, ça d'abord, ça casse le lien qui est normalement celui de la séparation des pouvoirs voulue par nos institutions. Et en plus, ça veut dire venir au Congrès pour nous annoncer ça, c'est un peu dommage. Il y a des sujets qui sont considérables qui sont sur la table. Ce qu'on attend d'un président dans une réunion comme celle-là, c'est pas de faire le catalogue et de revenir sur la totalité du message, parce qu'on a bien compris que la pensée du président était complexe, sauf que derrière, le message est brouillé. Moi, je sais pas ce que les Français vont en retenir. Si le but, c'est de faire la petite phrase qui va bien sur l'humilité, parce qu'elle va faire les plateaux et les Français vont l'entendre, c'est peut-être ça l'objectif, c'est réussi, mais sinon, c'est quoi l'objectif? Et l'objectif me perd. Quelle est la big picture? Quel est le grand dessin et en même temps, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Est-ce qu'il a aidé les Français à prendre la mesure d'un monde extrêmement dur et des crises et des chocs qui sont devant nous? La réponse, à mon avis, est non. C'est ça qu'on attend d'un président sur un exercice comme celui-là, c'est de nous préparer, de regarder loin devant et de montrer le chemin des possibles. Et pas simplement de faire une espèce d'exercice, de pédagogie politique sur ce qu'il est en train d'essayer de faire. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de résultat, mais je pense que son rôle aujourd'hui, c'était transcender un peu ce qui est en train de se faire et pas de revenir sur le bilan et puis de prendre de la hauteur. Discours un peu fourre-tout. Bon discours, mais pas grand discours. Voilà. Benjamin Morel. Oui, je ne suis pas sûr, moi, que ce soit un bon discours. Alors, pour revenir un peu sur le cadre du discours, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le problème fondamental de ce discours, c'est qu'on nous avait promis à l'origine un Emmanuel Macron qui aurait une parole rare. Et avec un président qui a une parole rare, réunir le Congrès une fois par an pour que justement ce président s'exprime de façon solennelle, ça a du sens. Quand le président n'arrête pas de prononcer des discours et n'arrête pas de parler, ce type d'exercice, il est un peu vain. Et le principal bilan de ce congrès, c'est qu'on n'a quand même rien appris. Sur le fond, à part quelques petites choses, tout ce qui a été dit, on le savait avant. Donc, c'est pas un discours pour rien, parce qu'il y a une remise en contexte, etc. Mais dans les faits, ça méritait peut-être pas un congrès. Ensuite, c'est un discours, on va dire, en 2 parties. Une partie très techno, qui ressemble en effet un peu à un discours de politique générale d'un Premier ministre. Est-ce que c'était le rôle d'Emmanuel Macron ? Pas vraiment. Et ensuite, un côté un peu plus lyrique, un peu plus Macron sur l'Europe, mais là, avec des blocages tels du point de vue européen
que, à part peut-être lancer de façon maladroite la campagne des européennes, on ne voit pas où tout ça nous mène réellement. Donc sur cette question-là, il y a quand même un problème, je dirais, de communication. Sur le fond, on a un discours très libéral, mais libéral au sens du libéralisme de la troisième, si vous voulez. On aurait pu entendre un républicain opportuniste en 1870. Autorité de l'État, méritocratie, et en même temps libéralisme économique et retrait de l'État du champ économique, avec en effet tout un aspect ensuite flex sécurité et quelques incartades, pas beaucoup, sur tout ce qui est nouvelles technologies de la connaissance, etc. Donc on a un discours de libéralisme très classique et d'un autre côté, eh bien, un cadre dont on ne voit pas trop à quoi il sert. Et on retiendra effectivement quelques phrases fortes que l'on a notées. Un peuple qui se disloque se condamne lui-même, être plus fort pour être plus juste. Une politique pour les entreprises, ce n'est pas une politique pour les riches. Ça n'a pas convaincu évidemment Patrick Kanner, patron des sénateurs socialistes. Nous défendrons aussi un principe que pour lutter contre la pauvreté, il ne suffit pas juste d'aider à en sortir ceux qui sont pauvres, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Il faut aussi tout faire pour que tous ceux qui ne sont pas pauvres aujourd'hui, ceux qui sont dans les classes moyennes, ne le deviennent pas demain par votre politique. Michaël Darmon, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a semblé justifier sa politique libérale très clairement lors de ce discours. Oui, moi, en fait, chaque année, on fond, et on aura certainement ce débat à chaque fois, on dit, mais par rapport à Édouard Philippe, a-t-il bougé ses prérogatives ou pas? Édouard Philippe, il a fait en début de législature un discours de politique générale, et Macron fait régulièrement un discours général sur sa politique. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est ce qu'il fait, il a réorganisé son discours. Pardon, mais je vois quand même des choses nouvelles. C'est-à-dire, d'abord, tout simplement, l'annonce qu'à l'automne, il y aura un cadre donné à l'islam de France, ce qui est quand même une annonce assez nouvelle par rapport au fait qu'il a reporté plusieurs fois le discours sur la laïcité parce qu'il n'y avait pas de dispositif. Donc là, il y a l'annonce qui a un dispositif. Je vois sourire ironiquement, mais quand même, vu l'état du sujet... Ça, c'est une annonce pour vous. C'est une annonce, c'est vrai, c'est une annonce. Non, mais on en a... À la fois, on peut protester quand il y a du catalogue et quand il y a des annonces générales sur la direction que l'on prend, on peut aussi les souligner. Et par ailleurs, il a réaffirmé quelque chose qu'effectivement on peut critiquer et qui bouleverse et qui, je pense, est la démarche la plus déconcertante pour les Français. Il réaffirme qu'on sort de la France du statut. C'est ce qui va se faire durant tout le quinquennat. Et c'est son projet. Au fond, et là vous avez raison, mais certes, mais nous avons la chance de lire la presse du matin au soir et d'être dans le métier de la vie publique. Il ne s'adresse pas aux Français là, il s'adresse à ces troupes qui ne savent plus où aller. Parce que le problème, c'est qu'à l'an 2 du mandat Macron, ils sont perdus sur le terrain. Ils ne savent pas vendre la politique présidentielle. Mais parce qu'il n'y a qu'Emmanuel Macron pour vendre le macronisme. Le parti est faible, le groupe n'existe pas, et il n'y a pas d'animation politique. Donc de ce point de vue-là, il a une urgence. Et je ne dis pas, moi, je vous laisserai qualifier si c'est bien ou pas. Moi, ce que je vois, c'est de voir les mécaniques politiques qui se mettent en place. Il répond à une urgence, c'est que autour de lui, il est seul. On a l'impression, qu'il y a 4 ou 5 élus qui vont sur les plateaux. De chez eux et qui arrivent à défendre la politique du président. Ils sont 300, on les entend pas. Mais c'est la grande fragilité du macronisme, peut-être. C'est quand même un peu cher pour une école de formation de cadres macronistes. Sûrement. C'est pas l'objectif d'un congrès. Mais en l'occurrence, c'est pas un congrès. Le congrès, c'est pour changer la Constitution. Pardon, je parle sur votre C'est une réunion du congrès. Le Parlement est réuni en congrès. Mais ils ont le droit de pouvoir le faire. C'est une prérogative présidentielle. Patrick Appelmuller, l'objectif apparaît un peu disproportionné par rapport... Voilà. Mais l'idée, c'est que... Et j'en arrêterai là, mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu des critiques, et même avec d'autres présidents passés, auxquels on reprochait ou l'opacité ou la difficulté à pouvoir rendre compte devant les élus de la nation. Oui, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il fait une réunion de la République En Marche au Congrès. Non, il ne fait pas une réunion de la République En Marche, il fait une réunion pour rassurer ses troupes, pour parler aux élus, et parce qu'au fond, il y a un engagement qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, pour le coup, notons-le, qui est quand même respecté, de dire chaque année, je viendrai faire une sorte de compte-rendu de mandat, ce qui permet de le discuter, de le mettre en situation, de le critiquer, mais quelque part, je trouve qu'on est devant un process qui est quand même un peu nouveau. Patrick Appelmuller.
Oui, non, je crois qu'effectivement, il attaque bien en tête la France des statuts, mais quand on parle de la France des statuts, c'est pas seulement les salariés les plus installés. On parle des statuts en CDI, mais on parle aussi de la généralisation de l'intermittence, comme il dit, donc de la précarité du travail, de la précarité beaucoup plus grande dans laquelle vont se trouver... Qui veut accompagner d'émancipation. Il n'a cessé de répéter. Il a utilisé ce mot. Social. Mais lorsqu'on va dire aux chômeurs, soit vous faites cette formation et ensuite vous prenez cet emploi, ou sinon vous n'avez plus d'indemnité, c'est ça sa conception de l'émancipation. C'est de dire, vous êtes pauvre, vous êtes responsable de cela. Ne vivez pas de votre pauvreté, comme si les gens vivaient de leur pauvreté. Il y a même un type de vocabulaire qui est assez invraisemblable. Mais être chômeur, c'est pas forcément être pauvre. Il y a des chômeurs qui... Non, il y a quelques chômeurs qui ne sont pas pauvres, mais en général, on se porte moins bien quand on est chômeur. Pas forcément sur la pauvreté. Ils sont dans une logique où ils veulent revenir vers l'emploi. Oui, absolument, mais dans de bonnes conditions. Or, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est d'aller vers les systèmes anglo-saxons qui vont imposer des conditions aux chômeurs de plus en plus fortes, etc. En les responsabilisant. Et d'autant plus que, vous l'avez entendu, il entend étatiser tout le système de la protection sociale. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils avaient tenté, les élus En Marche, de rayer, de biffer de la Constitution quasi toutes les occurrences, sauf une, à la sécurité sociale, pour les remplacer par protection sociale. Vous avez entendu qu'il dit désormais le budget de l'assurance chômage, c'est l'État qui le gère, c'est l'État qui va le gérer, et donc la question de la protection sociale va devenir une variable d'ajustement budgétaire. Je vais me faire l'avocat du diable, mais Alexandre Malafaille, est-ce qu'il n'a pas aussi un peu écouté ceux qui disaient vous n'écoutez pas assez? Il a répété à 2 ou 3 reprises cette rencontre du 17 juillet avec les partenaires sociaux. Il a parlé d'esprit constructif, de nouveaux contrats sociaux. Il en fait beaucoup ou il répond aux attentes? Il met beaucoup de mots. Après, derrière, il va falloir me donner du concret. Effectivement, aujourd'hui, je trouve qu'il en a donné en fait à tout le monde. Et il y a eu des moments quand même intéressants, et notamment lorsque l'Assemblée dans son ensemble s'est levée pour le travail des militaires, pour le travail des forces de sécurité intérieure. Oui, mais c'est bien quand même. Malgré tout, ça montre qu'il y a des moments d'unité. Oui, où il y a des moments d'unité qu'il faut savoir apprécier. Après, sur le fond, je crois qu'il ne change pas. Il va pas changer. Je vois pas en quoi il changerait. Par contre, l'exercice, ça peut être utile sur quelques points. Notamment sur la question économique, parce que c'est une vraie difficulté d'arriver à faire passer ces messages, parce que la France est crispée pour des raisons qui sont liées effectivement, ou notamment cette fameuse étiquette de président des riches, et d'essayer de changer le message pour dire que c'est pas une politique pour les riches, mais c'est une politique pour les entreprises. Ça reclarifie quand même quelque part le message. Ça fait sens d'essayer de dire c'est les paris qu'on a fait, c'est-à-dire de bien rappeler la dynamique. Après, il sera sanctionné ou pas, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Mais ça, je crois que c'était essentiel de le redéfinir. Benjamin Morel, on sent qu'il y a une vraie crise de confiance en Emmanuel Macron. À vous entendre, ce ne sont que des belles paroles, mais on verra les actes. On a l'impression qu'au bout d'un an, on a déjà tranché. On sait que c'est un président qui ne tient pas sa parole. Ah non, je pense que si vous regardez les études d'opinion qui ont été tenues ces derniers temps, les Français font crédit d'une certaine façon à Emmanuel Macron d'une ligne. Cette ligne, ils ne la comprennent pas forcément, et ils ne sont pas forcément en accord avec elle, mais ils font crédit d'une cohérence, ou en tout cas d'une vision qu'il aurait et qu'il suivrait. Donc là-dessus, je ne crois pas que la crise se trouve sur ce point-là. La crise, elle se trouve plutôt sur 2 points, si on regarde bien les études. D'abord, vous avez parmi la population l'impression d'une forme d'autisme du pouvoir, auquel il a tenté de répondre, mais là, il va falloir voir un peu la suite. Parce qu'en effet, il n'y a pas réellement eu de concertation sur les réformes précédentes. Donc, est-ce que là, on va vers des réformes plus concertées? C'est quelque chose qui semble être demandé, même si c'est quelque chose de complexe, et que pour le coup, les Français n'ont généralement qu'une vision assez biaisée du dialogue social. Et deuxième point, ce qui est également très inquiétant pour le pouvoir en place, c'est que si vous regardez les indicateurs, on va dire, d'adhésion idéologique, sur l'Europe, sur la question liberté et sécurité, sur la question de l'autorité, justement, du côté vertical, horizontal, on voit que ce qui fait l'embryon, l'essence du macronisme, de plus en plus est rejeté. C'est-à-dire que sur cette question protection-liberté, on voit les courbes se croiser, alors qu'il y a un an, on était encore parmi la population majoritairement pour la liberté et pour moins de protection. Sur l'Europe, on a une chute profonde de la confiance dans les institutions européennes et de la volonté de plus d'Europe contre moins d'Europe. Tout ce qui fait... Donc le doute s'installe sérieusement. Au-delà du doute, c'est-à-dire il peut y avoir un doute sur la personne, il peut y avoir un doute sur la façon dont la politique est menée, mais sur ce qui fait l'identité idéologique du macronisme, aujourd'hui, il y a une crise. Sur l'Europe, je voudrais rebondir.
Oui. Parce que j'ai entendu ce qu'il a dit. À un moment, il a dit que l'Europe n'était ni incantatoire ni éloignée. Et après, il s'est amusé, si je peux dire, finalement à opposer, à cliver clairement en disant les deux camps, c'est nationaliste contre progressiste. Oui. Non, mais c'est un vrai choix. Je ne sais pas si c'est un bon choix. D'abord, je resterai toujours méfiant par rapport au fait de qualificatif de nationaliste. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. Les gens qui aiment la nation ne sont pas forcément des gens qui sont nationalistes. Comme jeter vers les nationalistes. Exactement. Ouais. Et comme quand on parle de populiste, je pense qu'on fait une erreur de définition aussi. C'est pas un bon terme, quoi. On peut dire des démagos, tout ce qu'on veut, si on pense qu'ils disent n'importe quoi. Mais les traités de populistes, c'est pas bien. Mais je reviens sur l'Europe. Pardon, je pense que c'est vraiment très dangereux de continuer à faire croire que l'Europe fonctionne plus ou moins ou qu'elle n'est pas éloignée. Et je rejette vraiment en bloc l'idée de ce qui dit, voilà, enfin une victoire, le budget de la zone euro. Oui. Pardon. Non, mais c'est extrêmement dangereux de laisser les Français croire qu'on marque des points. Parce que, pardon, c'est un petit budget de quelques dizaines de milliards d'euros d'investissement. C'est pas un vrai budget sur un plan technique. Qui n'a pas été encore accepté. Donc on est en train de se faire plaisir de jouer avec des mots. Donc finalement, d'enfumer les gens et de leur faire croire que ne vous inquiétez pas, braves gens, dormez, on s'occupe de tout. Et pour l'Europe, ça va bien aller. Sauf que dans un an, il n'y aura rien. Dans 2 ans, il n'y aura rien. Je crois qu'à côté de ça, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'il n'arrive pas à admettre qu'il a un problème avec l'Europe. Donc ils nous vendent en permanence les petits pas comme étant des grands pas. Mais clairement, quelle est la situation? Merkel a lâché, elle s'occupe de sa vie parce qu'elle a beaucoup de problèmes. Personne n'adhère vraiment à son projet européen. Et les régimes populistes et illibéraux, comme on dit maintenant, eh bien, entourent aujourd'hui l'Europe. Et on a bien vu que ça va être la matrice de la prochaine campagne. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait plus que s'amuser. Il pose pour lui ce qui va être la matrice même de la fin du quinquennat. Il considère qu'il y aura encore il pose le pari qu'il y aura encore un affrontement entre un candidat ou une candidate populiste ou d'extrême droite et le camp progressiste qu'il va vouloir mener. Et d'ores et déjà, il envoie le signal à tout le monde en disant c'est comme ça que ça va se passer. Et à partir de là, eh bien, il veut maintenir l'état des partis traditionnels totalement vitrifiés. Pardon, mais on sort d'un printemps dit de conflit social. Ouais. Les syndicats ont montré une incapacité à pouvoir lever un mouvement social et à s'opposer à une réforme ferroviaire qui était déjà de façon installée, et on n'est pas prêt de voir une force revenir de ce point de vue-là. Donc, de son point de vue, il est fondé à pousser les curseurs, parce qu'il n'y a qui peut s'opposer à lui aujourd'hui? Personne. Benjamin Morel, et après je voudrais qu'on écoute Bruno Retailleau. Le problème, par contre, c'est que du coup, il y a une confusion entre politique internationale et politique nationale. On a eu ça lors du discours de Quimper, notamment, quand il a parlé de lèpre, il visait Marine Le Pen. Mais c'est Salvini qui l'a écouté. En même temps, les enjeux sont imbriqués aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est que pour réformer la zone euro, pour avoir son budget, il a besoin de l'Italie. Il a besoin des pays de l'Est. Et d'une certaine façon, en s'aliénant ceux qu'il stigmatise comme nationalistes, il s'interdit aujourd'hui, parce qu'il est isolé, et vous n'avez derrière lui que le Luxembourg et un Premier ministre espagnol qui est largement minoritaire dans sa propre assemblée, il n'a derrière lui plus personne. Donc il faut qu'il s'entende avec ces gens à l'étranger. Il a déjà largement lâché sur les migrants. C'est pas en les stigmatisant qu'il pourra faire avancer ses projets. Patrick Appelmuller ? Oui, il a déjà largement lâché sur les migrants. Aujourd'hui, il admet le projet de Salvini. Madame Merkel, qui était soi-disant son allié sur le sujet, reçoit avec un tapis rouge M. Orban en Allemagne. Le discours sur la submersion migratoire porté par M. Collomb ressemble trait pour trait à ce que dit l'extrême droite européenne. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à l'opposition. Ce rendez-vous institutionnel, vous le savez, avait été boycotté de différentes manières et pour différentes raisons par un certain nombre de parlementaires, considéré comme trop vertical par la France insoumise, coûteux et inutile pour certains LR, mais pas tous. Idem pour le déjeuner d'avant, discours avec Emmanuel Macron. Les chefs de file des Républicains de l'Assemblée et du Sénat ont d'ailleurs refusé l'invitation. Bruno Retailleau n'a pas mâché ses mots, lui, à la tribune, quelques minutes après l'intervention du chef de l'État. On écoute et on en parle après. Vous avez confondu la transformation avec la communication et au nom de l'émancipation des Français, vous avez pris le risque de fragiliser un peu plus les liens qui unissent les Français entre eux et qui les tiennent ensemble comme un peuple. Mickaël Darmon, on a vu un Bruno Retailleau très en colère, ovationné à l'issue de son intervention. Si maintenant on se concentre sur l'opposition, est-ce que ça peut lui redonner des couleurs, en tout cas à l'opposition LR? Non. Ils ne sont pas en état encore. Parce que Wauquiez est allé sur le seul endroit où il peut avoir de l'oxygène politique, mais d'où il ne pourra pas sortir. Parce qu'il n'est pas en capacité de rassemblement. Parce que les centristes qui aident toujours
la droite à pouvoir élargir le socle pour la campagne présidentielle, ils sont plus là, ils sont partis chez Macron. Donc, globalement, il y a un problème de capacité de pouvoir reconstruire la droite telle qu'elle est, on l'a connue, c'est-à-dire version UMP, LR. Aujourd'hui, enfin avant Wauquiez, aujourd'hui, il essaye et Retailleau voit bien, et ils sont un peu aussi là-dessus, ils essayent d'aller sur le territoire identitaire des électeurs de Marine Le Pen qui, eux, sont puissamment encore organisés, mais en quête d'un leadership, parce qu'ils voient bien que ça patine au sommet de leur parti. Donc, tout le monde va de ce côté-là. Mais on n'est plus dans une capacité, on n'est pas, en tout cas aujourd'hui, dans une capacité de la part des dirigeants des Républicains à élargir le socle et à pouvoir réorganiser ce qu'on avait connu avec la droite et le centre. Ce qui laisse augurer d'ailleurs une crise après la campagne européenne. Et des opposants en général, est-ce que vous y avez vu de la lisibilité dans cette contestation? Quelques boycotts, un peu moins que l'année dernière d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que la droite, désormais, s'affirme dans une opposition qui n'est plus une opposition constructive. Ils sont dans l'opposition. Mais beaucoup de leur laine est mangée sur le dos. Quand le président se montre extrêmement libéral ou libéral extrême, il prend sur le dos de l'électorat de droite. Lorsqu'il ne donne rien sur le plan social et sur le plan de la pauvreté, il comble l'électorat de droite. Donc, dans les dernières enquêtes d'opinion, les transferts de sympathie viennent de la droite. Et effectivement, l'impasse dans laquelle, et pour l'instant en tout cas, le parti Les Républicains n'est pas prêt de s'ouvrir. Donc je crois que ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement nous avons encore une gauche façon puzzle. Là aussi, le Parti socialiste sort de son opposition constructive. Là, il était dans l'opposition, c'était beaucoup plus net qu'il y a un an. Le parti La France Insoumise qui tire son épingle du jeu, peut-être. La France Insoumise, elle affirme une position qui était celle qu'elle avait l'an dernier, qui est en cohérence. Son refus de participer à un exercice où d'ailleurs les parlementaires ne sont qu'en figuration, qui peut-être ne sera plus, on n'est pas encore au bout. Et puis par ailleurs, les communistes portent des propositions avec leur nouveau serment du jeu de paume de transformation de la République et de la Constitution. Donc pour l'instant, cette opposition, elle manque encore de force, elle manque encore de cohérence. C'est ce qui libère un espace assez considérable à Emmanuel Macron, non pas pour convaincre, parce que sur la réforme de la SNCF, 95% des cheminots étaient contre sa réforme, mais pour passer en force. Parce que précisément, le débouché politique pour l'instant n'existe pas. Il nous reste quelques minutes. Alexandre Malafaille. Non, mais sur la réforme de la SNCF, en fait, on retrouve la même problématique sur ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est que de manière générale, on a un problème de vision. C'est-à-dire que la réforme de la SNCF, elle sera peut-être techniquement réussie, on verra, il faudra aller au bout, il reste encore la convention collective à négocier, mais sur le fond, pour faire quoi ? Et le pour faire quoi a été totalement évacué du discours et de la présentation. Et c'est un peu la même problématique qu'on a aujourd'hui par rapport à ce bon discours, parce que voilà, il en donne à beaucoup de monde, il essaie de régler des questions, il fait un peu de pédagogie, voilà, il occupe le poste à bon niveau. Mais c'est quoi le projet, voilà. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut sur ces oppositions, sur ces oppositions, c'est pain béni pour l'instant. Effectivement, quand on regarde d'ailleurs la popularité, il est à 40% aujourd'hui contre Hollande à 20 il y a un an, et Macron était à 30. Sous dépend des sondages d'opinion. Enfin, il est mieux que ses deux prédécesseurs un an après. Même Sarko un an après. Bon, un an après. Bon, mais celle-là, il a effectivement un socle qui reste solide. Il n'y a pas d'opposants sérieux à ce stade. Pour autant, ce à quoi c'est livré M. Retailleau est intéressant parce que le sujet, peut-être pas bien posé, mais le sujet, c'est un sujet de cohésion. On a un énorme sujet sur le comment, effectivement, on refait cohésion dans la nation parce qu'il y a des fractures. Certaines sont justifiées, d'autres sont exploitées à outrance. Et on a un problème, effectivement, d'unité nationale et de capacité à mettre le pays en ordre de bataille pour assumer les défis qui sont devant nous. Et ça, c'est des gros sujets. Alors, l'idée, c'est pas l'exploiter. L'idée, c'est de régler ces questions-là pour faire en sorte qu'on fasse un peu nation, quoi. Il nous reste une minute. Benjamin Morel et quelques secondes, Mickaël Daron. Oui, si vous voulez, les oppositions s'en sont plutôt bien tirées de cette affaire. Parce que d'une certaine façon, on n'a parlé que d'elle. Et le discours, on va peut-être encore en parler jusqu'à ce soir. Après, c'est quand même pas le discours du siècle et il sera relativement vite oublié. Mais l'idée du boycott, ça a bien marché. Et l'idée de boycott, ça a permis justement de tendre des micros aux oppositions qui ont pu expliquer pourquoi est-ce qu'elles s'opposaient. Et ça, c'est important parce qu'il faut sortir du vieux schéma bipolaire où tout se jouerait au centre. C'est fini. La France est divisée en 4. Vous avez deux gauches, vous avez deux droites, ou en tout cas, vous avez un Macron, un Mélenchon, un Le Pen et une droite qui s'appelait Fillon, qui s'appellerait Wauquiez. Et d'une certaine façon, on est dans une course de cheval à 4.
Les deux qui arriveront en tête pourront l'emporter. Et celui-là qui gagnera, l'esprit des institutions et les modes de scrutin est fait pour qu'il ait une majorité absolue, comme l'a eu Emmanuel Macron. Donc d'une certaine façon, on est dans un jeu assez serré où il ne faut pas avoir 50%, où il faut simplement être moins mauvais que les autres pour les prochaines présidentielles et pour les prochaines législatives. Exactement. Le projet de continuer à déconcerter, la parole la plus mystérieuse était la refonte de l'État avec plus de souplesse. Donc je pense qu'on va arriver sur le statut des fonctionnaires. Et quelque part, le projet est encore de continuer à désorganiser et de manière à pouvoir récupérer la droite. La gauche viendra pour la présidentielle. Avec en ligne de mire cette réduction de la dette publique, un chantier explosif à venir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Anne Levade à Jean-Pierre Mignard. Nous allons revenir sur le volet institutionnel de ce discours. Emmanuel Macron a de nouveau justifié sa volonté de rendre plus efficace l'activité parlementaire. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est sa réponse aux attaques de la France Insoumise. Il est d'accord pour débattre avec les parlementaires l'année prochaine lors du 3e congrès de Versailles. Et il propose de faire évoluer les textes en ce sens. Est-ce encore le signe d'une modernisation de notre 5e République? Nous y reviendrons avec nos invités juste après ce sujet de Julie Hulin. À la veille des premiers débats sur la révision constitutionnelle, Emmanuel Macron a voulu laisser la primeur des annonces à son Premier ministre. Toutes, sauf une, celle d'un amendement concernant directement un congrès qui divise. J'entends qu'on fait les pires reproches, souvent par facilité, à cette procédure. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de déposer dès cette semaine un amendement au projet de loi constitutionnelle qui permettra que lors du prochain congrès, je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais pour pouvoir vous répondre. Expression immédiate de victoire pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qui avait une nouvelle fois choisi de boycotter le Congrès. Sur le fond du projet de loi, le président de la République a défendu une ambition d'accroissement des libertés. Au cœur de cette réforme institutionnelle se trouve la volonté d'une liberté plus grande. Liberté des collectivités territoriales, liberté des citoyens, grâce à une justice indépendante. Liberté du Parlement, que je veux plus représentatif des Français, renouvelé, doté de droits supplémentaires, animé par des débats plus efficaces. Ces détracteurs pointent pourtant du doigt une réforme qui affaiblirait le bicamérisme, à commencer par le président du Sénat Gérard Larcher, à qui Emmanuel Macron a choisi cet après-midi d'adresser un clin d'œil. Et je salue ici le travail accompli cette année par le Sénat pour permettre que les transformations engagées soient adoptées rapidement. Hochement de tête et sourire entendu de Gérard Larcher. Tous les deux le savent, sans le Sénat, pas de réforme constitutionnelle. Début des discussions demain à l'Assemblée nationale, avant une arrivée du texte au Sénat en septembre. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Anne Levade, bonsoir, constitutionnaliste et présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Jean-Pierre Mignard, avocat, bonsoir, président du comité d'éthique de La République En Marche. Merci à tous les deux de revenir ici sur cette émission spéciale Congrès. C'est une des annonces que l'on retient sur le volet constitutionnel, faire en sorte qu'Emmanuel Macron puisse écouter les parlementaires et débattre avec eux lors du prochain congrès de Versailles. Qu'en pensez-vous, Anne Levade ? Alors, on voit bien les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a annoncé qu'il demanderait à ce que soit déposé un amendement. C'est évidemment une réponse à une critique qui est faite et une critique, j'allais dire, qui est montée en puissance en quelque sorte ces derniers jours sur le mode dérive monarchiste de l'adresse dans le cadre du Congrès. En revanche, moi, ce qui forcément me fait réagir en tant que constitutionnaliste, c'est qu'en 2008, on avait bien pris soin d'exclure cette possibilité. Et on l'avait fait à dessein, parce que autant il apparaissait complètement archaïque que le président ne puisse pas se présenter physiquement devant les parlementaires, c'était un héritage de la Troisième République, autant comme le président de la République ne peut pas être responsable politiquement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être renversé, à la différence du Premier ministre et de son gouvernement. Il n'était pas imaginable qu'un débat s'engage et que donc il y ait une ambiguïté. Parce que là, le risque, c'est évidemment d'avoir un débat, le cas échéant un débat un peu musclé, et un débat dont il ne ressort rien, puisque finalement le président de la République dira « merci beaucoup, je tranche, je décide. De toute façon, vous ne pouvez rien contre moi, je m'en vais ». Et donc il y a quand même un petit risque à la fois de brouillage des pistes, et puis de mon point de vue, quand même, de fragilisation institutionnelle, presque des deux côtés. Parce que on ne comprendrait pas bien qu'un président très... Et je ne parle pas là d'Emmanuel Macron. À l'avenir, qu'un président très violemment attaqué puisse se maintenir,
Ou, en sens inverse, on risque de voir les parlementaires, là, vraiment renvoyés dans leur but, au motif que, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Jean-Pierre Mignard. Je ne suis pas d'accord avec Anne pour une fois. Exprimez-le, je vous Non, entends. je veux dire parce que je crois... Bon, dès lors que le président de la République peut se présenter devant le Congrès, Nicolas Sarkozy c'était vrai, François Hollande aussi, dans des circonstances où eux décident qu'il le faut. Donc déjà, c'était un pouvoir discrétionnaire des présidents de venir ou de ne pas venir, de réunir ou de ne pas réunir. Bon, d'une certaine manière, là, il organise une régularité là où il y avait de la discrétion. En bon républicain, je considère que c'est presque un début de progrès. La deuxième chose, il parle. On a entendu quand même les groupes d'opposition dire, il parle, c'est monarchique, on est là pour écouter la parole du haut et puis ensuite on se tait, donc il va jusqu'au bout. Je parle et puis je reste, je vous écoute, voire je vous réponds. Bon, eh bien écoutez, moi je pense que c'est un exercice démocratique qui fait que le président de la République se plie à un exercice dont les constitutionnalistes ont estimé que c'était peut-être une confusion ou un trouble, comme le dit Anne, et moi, je pense que c'est un bien, parce que d'abord, il s'exprime, il s'explique, il aura d'ailleurs à se défendre, et il ne risque aucune espèce de renversement, parce que le Congrès étant composé tel qu'il est, et dans l'avenir ce sera le cas, évidemment, les paroles pourront être dures, elles pourront être rugueuses, il s'expliquera, il se défendra. Vous voulez dire que c'est une modernisation ? Oui, absolument. La modernisation, tout ce qui est moderne n'est pas bien. Bien sûr. Mais en l'espèce, je pense que pour la vie démocratique, le débat démocratique, c'est une bonne chose. Ce sera peut-être parfois un moment difficile, mais enfin, on peut penser que le président de la République aura une majorité. On peut penser, puisque avec le quinquennat, c'était quand même un peu fait pour ça. Si je me souviens bien, sauf à ce que sa majorité craque en cours de mandat. Ça peut des fois, quelquefois arriver. On a vu dans le précédent quinquennat que nous n'en étions pas loin. Mais je crois que c'est un exercice de modernisation démocratique. Écoutez, depuis plusieurs semaines, on entend le reproche d'un roi qui viendrait là, comme ça. D'un roi soleil. Voilà, d'un roi soleil. Le soleil va éclairer de ses rayons les critiques qui lui sont portées. On verra bien. Est-ce que c'est faisable même, enfin, d'un point de vue constitutionnel, on peut... Oui. Alors faisable, il suffit d'enlever la mention de ce que il n'y a pas de débat. Hors sa présence. Voilà, hors de sa présence, que le débat s'engage hors de sa présence, donc dire que le débat s'engage en sa présence, et le cas échéant d'y ajouter qu'il peut y prendre part. D'ailleurs, si on mettait qu'il peut y prendre part, ça voudrait dire qu'il peut ou peut ne pas y prendre part, à sa discrétion, ou il y prend part selon la formule qui sera retenue. Moi, je maintiens... mon désaccord avec Jean-Pierre, parce que d'abord, dans aucun État au monde où un tel schéma est organisé, c'est-à-dire un chef d'État face aux parlementaires, un tel débat ne s'engage. Pour des raisons simples, c'est que jamais un chef d'État n'est responsable politiquement, donc jamais il ne peut être renversé, que ce soit le cas du président des États-Unis, où là on a le discours de l'Union, ou que ce soit le cas de la reine d'Angleterre, même si je concède que l'exercice est un peu différent, et pourtant c'est un régime parlementaire. Mais la raison pour laquelle j'ajoute, de mon point de vue, que c'est une imprudence, c'est que je n'ai aucune hostilité à ce qu'Emmanuel Macron ait décidé de le faire chaque année. C'est son choix. La Constitution le permet. Elle permet absolument tout. S'il voulait le faire 2 fois par an, de manière régulière, irrégulière, aucune difficulté là-dessus. Et je suis très favorable à cette absolue liberté d'utilisation de cette procédure. En revanche, le petit risque aussi, c'est que le rôle normalement de cette adresse au Congrès, de cet échange avec le Congrès, n'est pas d'être un discours de politique générale. Parce que le discours de politique générale, ça reste quand même du registre du Premier ministre et du gouvernement. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises, voilà le cap que je fixe. Et en disant cela, il est bien dans une logique présidentielle. Même si certaines des annonces qu'il a faites peuvent apparaître suffisamment détaillées pour qu'on soit un peu au-delà du cap, il n'en demeure pas moins, de mon point de vue, que ça risque aussi de faire évoluer la relation et donc le positionnement du chef de l'État, pas nécessairement dans le sens qui me semble souhaitable. Il empiète sur le rôle du Premier ministre ? Non, parce que je pense que le cap est donné par le président et il réunit le Parlement en congrès. Justement, il y a la solennité, il y a tous les parlementaires, et puis c'est ensuite au Premier ministre, alors cette fois-ci dans une lecture très classique de la Ve République, qui va devant chaque assemblée défendre les projets de loi. Très bien, chacun partage des tâches, mais la solennité du cap, eh bien, elle revient aux parlementaires réunis au congrès. Je trouve qu'il y a une logique. Vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Peut-être le serez-vous sur le deuxième. C'est très... Ce week-end, dans le journal du dimanche, 75 députés LR ont violemment critiqué la révision constitutionnelle et institutionnelle voulue par Emmanuel Macron. Ils l'accusent de, je cite, triturer les institutions afin de diminuer les libertés de nos concitoyens. Parce qu'elle a pour mission de faire entendre la voix des Français, l'Assemblée nationale est attaquée
au bazooka. Je cite toujours. Il dénonce la domestication, la décomposition et la démolition de l'Assemblée nationale. Christian Jacob a exprimé ses craintes tout à l'heure à la tribune. Nous avons, Monsieur le Premier ministre, hésité à venir ici à Versailles écouter un président de la République qui n'a pas vraiment compris que le Parlement n'est pas sa chose, n'est pas son jouet ou n'est pas une sorte de marchepied qui lui permettrait de s'élever pour renforcer son propre pouvoir. Et dans sa prise de parole, Emmanuel Macron a au contraire affirmé qu'il redonnait au Parlement son indépendance, qu'il le rénovait, que les échanges seraient plus constructifs. Je me place à la place du téléspectateur, on a un peu de mal à y voir clair. Oui ou non, il y a faiblissement de ce Parlement? Alors, si on regarde les choses telles qu'elles sont prévues dans le projet de loi constitutionnel, qui encore une fois peut évoluer au cours de la discussion, le fait est qu'on encadre, on réencadre, j'allais dire, le Parlement, plus qu'on ne l'a fait par le passé, et en particulier à l'inverse de ce qu'on avait fait en 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, on a véritablement voulu, à l'occasion de la révision, changer de logique, d'ailleurs ça a été reproché à cette révision, changer de logique par rapport à 1958, en considérant que finalement, comme le contexte politique avait changé, comme les parlementaires n'étaient plus les frondeurs, les rebelles ou les politiciens, parfois même politicards de la 4e République, il n'y avait plus besoin de les contraindre autant, et donc il y a un certain nombre d'aménagements, parfois, j'allais dire, purement procéduraux, mais un peu avec une dimension incitative, qui ont été apportés à la Constitution. Là, aujourd'hui, et c'est le mot, moi, qui m'a frappé dans le discours d'Emmanuel Macron, ce qui est ambitionné, c'est des institutions efficaces. Oui. Alors, moi, je ne sais pas. Je vais être tout à fait honnête, je ne sais pas bien ce qu'est l'efficacité institutionnelle. Par exemple, si on prend le Parlement, est-ce que l'efficacité, c'est voter plus vite le texte? Oui. C'est ce qu'on comprend. Que l'exécutif le pense, ça me semble légitime, parce que l'exécutif, il annonce une réforme, il dépose un projet de loi, il a envie que le texte soit voté le plus vite possible, et si possible, avec le moins de modifications possible. Nul ne peut le lui reprocher. En revanche, le fait est que, de mon point de vue, le principal problème, c'est qu'il y a trop de projets de loi. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être pourrait-on moins légiférer. Mais c'est vrai que de contraindre, et on se souvient notamment qu'il y a eu un petit hoquet sur les contraintes autour du droit d'amendement, contraindre autant les parlementaires ne me semble pas aller dans le sens de ce qui avait été imaginé en 2008. Donc on est plutôt, sans parler de bazooka, dans le sens d'un resserrement des contraintes qui pèseraient sur les parlementaires. Jean-Pierre Millière, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a tendance à parler d'efficacité un peu sur tous les sujets d'ailleurs, et pas seulement sur l'activité parlementaire. Oui, c'est exact. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Parlement? Il faudrait peut-être parler de là, après tout. Qu'est-ce que les citoyens ont à attendre des lois? Qu'est-ce que les juristes qui travaillent sur les lois, professeurs, avocats, magistrats, policiers, qu'est-ce que nous avons à attendre des lois? On a à attendre des lois, qu'elles soient bien faites. La loi, pardon. Et le Parlement n'est pas que la loi. Non, le Parlement n'est pas que la loi. C'est aussi le contrôle. Eh bien, justement, mais l'objectif, c'est aussi d'améliorer le contrôle. Mais moi, je me placerai sur le terrain des lois. Alors, le débat parlementaire est essentiel. C'est pas seulement la loi qui est votée, qui est importante, c'est les conditions dans lesquelles a été votée la loi. Je me suis toujours battu pour considérer que l'esprit des lois venait d'abord du Parlement. Ensuite des juges. Mais l'esprit des lois, c'est déjà le débat parlementaire. C'est la qualité du débat parlementaire qui permet de comprendre ce qui a été l'intention du législateur. Et souvent, d'ailleurs, je l'ai plaidé devant un juge, vous ne pouvez pas faire comme si ce débat parlementaire n'avait pas existé. Donc, l'efficacité, ça doit être la qualité du débat parlementaire. Alors, est-ce que c'était le pullulement des amendements? Ça, c'est lorsqu'une opposition veut montrer peut-être à la rue qu'elle est là et qu'elle se bat pour faire durer jusqu'au bout. Ça n'a rien à voir avec l'amélioration de la qualité de la loi. C'est je m'oppose. La question qui est pour apprécier la qualité de ce qui sera proposé, c'est va-t-on, le mot efficacité, va-t-on vers une amélioration, va-t-on vers la qualité de la loi, c'est-à-dire le meilleur moyen de s'en servir, la rendre la plus intelligible possible pour tous ceux qu'elle concerne, citoyens et professionnels de justice. C'est cela. Pour le reste, très franchement, le bazooka, il ne faut quand même pas exagérer. C'est dommage d'ailleurs que... C'est de la posture. Non, mais c'est dommage, je le dis très franchement. En plus, c'est un grand parti. C'est dommage d'utiliser des mots pareils parce que, étrangement, c'est un tank qui veut écraser une mouche. Donc je pense que ça rend, si vous voulez, on est sans mots devant l'utilisation de pareils termes. Voilà ce que je veux dire. Autre moment fort de ce discours, ce sont ses annonces ou son annonce sur l'islam. La République n'a aucune raison d'être en difficulté avec l'islam, dit Emmanuel Macron. Pourtant, il propose de l'encadrer. Écoutez. Dès l'automne, nous clarifierons cette situation en donnant à l'islam un cadre et des règles garantissant
qui s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République. Nous le ferons avec les Français, dont c'est la confession, et avec leurs représentants. L'ordre public, la civilité ordinaire, l'indépendance des esprits et des individus à l'égard de la religion ne sont pas de vaines paroles en France. Et cela impose un cadre rénové, une concorde retrouvée. Alors, c'est un sujet plus sociétal, Anne Levade, sujet hautement polémique, hautement sensible, mais moi, ça m'a interpellée. Un cadre à l'islam. Comment on cadre une religion d'un point de vue juridique ? Alors, c'est effectivement une question juridiquement très délicate, raison pour laquelle d'ailleurs, malgré des volontés successives, on s'y est à ce stade, disons-le, un peu cassé les dents, si vous me permettez l'expression. Cadrer, ça peut être avoir un certain nombre d'exigences en termes de formation ou de financement. Il semble que ce soit des pistes qui ont été évoquées et qui sont de plus en plus creusées, puisque évidemment il ne s'agit pas du tout, et à l'égard d'aucune religion ça n'est le cas, d'intervenir dans le dogme d'une église quelle qu'elle soit. En revanche, assurer une meilleure transparence, en particulier à l'égard de religions pour lesquelles cette transparence n'est pas en l'état acquise, ça peut effectivement participer d'une pacification, on va dire, des relations. Alors quand je dis pacification des relations, faut être bien clair. L'État n'a pas de relation avec les églises et les églises n'ont pas de relation avec l'État. Oui, mais... Le principe est celui de la séparation. Mais pour autant, on sent bien qu'il faut effectivement rassurer, y compris d'ailleurs peut-être très au-delà de la réalité, rassurer une tension qui monte, enfin en tout cas faire tomber une tension et rassurer les gens sur cette religion qu'est l'islam, qui est dans une position particulière. Sans offusquer évidemment les musulmans. Jean-Pierre Mignard, c'est une question extrêmement sensible. Oui, d'accord, je suis plutôt d'accord là avec Anne, donc on va pacifier à la fin. Bon. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, la religion première en France, c'est la religion catholique. On l'a encadré. D'ailleurs, le moyen d'encadrer la religion catholique en France, ça a été de s'en séparer. Mais il y avait en effet, au sein du catholicisme, un courant ultramontain qui considérait en effet que l'autorité romaine était plus importante que celle des rois. Et d'ailleurs, si cela a valu quantité de conflits entre la monarchie et le pape. À tel point d'ailleurs que les rois désignaient leur pape pour être tranquilles sur ce point. C'est dire combien ce fut violent avec le catholicisme. Ensuite, nous avons la Révolution. Nous avons ensuite la liberté donnée au culte juif et aux juifs, des Grégoires, le protestantisme qui enfin peut être reconnu dans ses droits, minorité protestante, après de longues persécutions. Donc l'islam vient en France à la suite quand même de guerres civiles, religieuses et d'affrontements qui ont été d'une extrême violence. Donc nous ne découvrons pas cette question, et je dirais même que nous devrions même avoir les instruments politiques et juridiques pour la traiter. C'est sans doute peut-être un modèle comme le consistoire, d'avoir en effet peut-être une forme de consistoire de l'islam de France. Une institution. Oui, bien sûr, mais ça c'est bien pour que les pouvoirs publics discutent constamment avec la conférence épiscopale. Il y a même un petit groupe qui doit se réunir une fois tous les semestres entre le représentant de la conférence épiscopale et le Premier ministre. Ça existe que pour les catholiques. Bon, alors donc, il faudra faire la même chose pour les musulmans, ce qui veut dire aussi que les prêches pourraient être faits en langue française, qu'il y aurait peut-être des écoles de formation de l'islam, qui serait d'ailleurs la liberté religieuse. C'est pas quand même à la République d'aller dire si le prophète, comme on ne va pas dire, si Luther a raison contre Saint François d'Assise, ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a effectivement les lois de la République, un appui donné à cette religion pour qu'elle existe, dans le cadre des lois de la République, pour que les différents cultes, premièrement, s'entendent, s'harmonisent, et puis que toutes celles et tous ceux qui ne sont d'aucun culte ne puissent pas avoir leurs droits fondamentaux entravés. Anne Levade, il nous reste 30 secondes. Oui, il y a un mot important qu'a utilisé Emmanuel Macron et qui forcément fait écho, c'est le mot de concorde, qui renvoie un peu à l'idée de concordat. Il sait très bien les mots qu'il utilise. Je crois que la loi de 1905 et d'ailleurs les autres textes sur les associations cultuelles, ce sont finalement des textes qui actent le divorce. Mais s'il y a eu divorce, c'est que nous étions en quelque sorte mariés auparavant. Nous avions des liens. L'islam, nous n'avons jamais eu de lien institutionnel. Et du coup, nous sommes obligés de construire en quelque sorte un divorce sans qu'ait préexisté un lien. Donc c'est un peu compliqué. On a eu moins de mal à répartir les petites cuillères, si j'ose dire, en l'occurrence les édifices cultuels avec les autres religions, parce que il y avait un cadre, il y avait des relations qui avaient été établies. Donc là, c'est vrai qu'il faut à la fois construire l'avant et l'après,
de manière à ce que ces relations soient apaisées. Et c'est un sujet que nous suivrons de près, évidemment, sur Public Sénat et dans OVPL en particulier. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale. Nous lui demanderons si le chef de l'État a répondu à ses doutes, car il en avait avant ce congrès. Emmanuel Macron, qui est le 3e président français à s'exprimer devant les parlementaires à Versailles. François Hollande l'avait fait dans le contexte hors norme des attentats du 13 novembre. Nicolas Sarkozy, lui, c'était en juin 2009. Petit retour historique avec Elsa Mondin-Gavard. Un discours du chef de l'État devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Cela s'est déjà produit 3 fois. Nicolas Sarkozy pendant la crise financière en 2009. François Hollande après les attentats du 13 novembre 2015. Emmanuel Macron le 3 juillet 2017, 2 mois à peine après son élection. Le 22 juin 2009, Nicolas Sarkozy réunit les parlementaires. Il veut parler d'Europe et exposer sa feuille de route en matière de politique économique et sociale, alors que la crise financière bat son plein. La crise n'est pas finie. Nous ne savons pas quand elle se terminera. Nous devons tout faire pour que ce soit le plus rapidement possible. 3 jours après les attentats du 13 novembre, François Hollande s'exprime devant le Congrès. Son objectif, rassembler la nation. Dans cette période d'une exceptionnelle gravité, j'ai tenu à m'adresser devant le Parlement réuni en Congrès pour marquer l'unité nationale face à une telle abomination. 3 juillet 2017, Emmanuel Macron est élu depuis quelques semaines. Il prononce devant les 2 chambres un discours de politique générale. Je veux aujourd'hui vous parler du mandat que le peuple nous a donné, des institutions que je veux changer et des principes d'action que j'entends suivre. Contrairement à ses prédécesseurs qui n'ont convoqué le Congrès que dans des circonstances exceptionnelles, Emmanuel Macron a décidé, lui, d'en faire un rendez-vous annuel, calqué sur le discours de l'État de l'Union aux États-Unis. Rien d'autre ne doit compter à nos yeux. Et on continue d'aller plus loin dans l'entretien du jour. Notre invité ce soir, Jean-Louis Debré, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien président du Conseil constitutionnel et ancien président de l'Assemblée nationale. On vient de le voir dans le sujet. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont convoqué le Congrès. Ça avait un sens fort. Est-ce qu'aujourd'hui, ça avait du sens? Est-ce que ça avait un sens fort, ce Congrès? D'abord, le Congrès a toujours existé. C'est la dernière réforme constitutionnelle qui a permis au président de la République de le convoquer. Oui, ça avait un sens, justement de redonner un sens à la politique du gouvernement. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a réussi? Et c'est ma question. D'abord, mais ça va être ma réponse. D'abord, à force de vouloir tout dire, on met tout sur le même plan. D'accord. Un discours qui parle pendant 1h30, qui aborde tous les sujets. C'est pour moi un discours de politique générale, ce n'est pas le discours du président de la République. Sur la forme, il est bon, c'est un bon orateur, du talent, mais il y a des sujets qui sont apparus, qui sont fondamentaux, et qui sont traités finalement rapidement, puisqu'on veut tout dire. Oui. Le problème de l'islam. On vient d'en parler dans le match des idées. Avec une petite préoccupation que j'ai, car à écouter le président de la République, avant il n'y avait rien, depuis qu'il est là, il y a tout. Je rappelle que depuis près de 20 ans, il y a eu des efforts pour l'islam en France, l'islam de France, pour les règles de financement. Je me souviens, j'étais à l'époque ministre de l'Intérieur, nous avons pris des règles sur la viande halal et les redevances, pour que ça n'aille pas n'importe où. Oui, il veut donner l'impression qu'il réinvente tout. Donc, oui, attention, la France, c'est un passé, c'est un avenir, mais il ne faut pas occulter le passé. Donc, je voudrais bien savoir, parce que c'est imprécis, comment, dans la structure juridique qui est la nôtre de la séparation des pouvoirs, par quels moyens il va organiser, surveiller, contrôler une religion.
Juste avant... D'ailleurs, si les représentants de n'importe quelle religion commettent des infractions, ils sont passibles de l'infraction générale. Donc voilà, oui, attention, on a essayé avant, ça n'a pas forcément réussi, mais enrichissez-vous de ce qui s'était fait. Oui. Ne croyez pas que vous trouvez la vérité d'un coup. Ça, c'est une première préoccupation. Deuxième préoccupation, arrêtons les coups d'annonce. Le Congrès, le président de la République, c'est la dernière réforme. Le Congrès, il le convoque pour rappeler les droits, les devoirs de la France, pour appeler au Rassemblement national face à un événement, pour donner, pourquoi pas, le sens de sa politique. C'est pas là pour remplacer le Premier ministre. Le président de la République, il est en charge de l'intérêt national. Donc il brouille le message, il brouille les rôles. Puis, laissons au Premier ministre défendre la politique dont les grandes lignes aura été tracées par le président de la République. Donc, si vous voulez, ça veut dire que vous êtes déçu, Jean-Louis Debré. Juste avant ce discours, vous disiez n'utilisons pas la politique spectacle pour décevoir les Français. Vous disiez avoir des interrogations, des doutes. Il n'a pas répondu à tout cela. Madame, je voudrais ne pas avoir de doute. Parce que aujourd'hui, tout le monde, quelle que soit son opinion politique, a intérêt à ce que Macron réussisse. Tout le monde. Donc, pourquoi dites-vous cela? Parce qu'il n'y a plus rien. Parce que la droite, c'est une sorte de bateau ivre dont on ne sait pas où il va, et la gauche est dans une espèce d'absence totale. Vous n'avez pas envie d'être déçu. Et les Français ne font plus confiance aujourd'hui à la droite traditionnelle et à la gauche traditionnelle. Vous n'avez pas envie d'être déçu, mais est-ce que vous l'êtes tout de même? Écoutez, moi, il y a les mots et il y a la réalité. Je voudrais maintenant savoir comment va se traduire dans la réalité concrète les annonces faites, notamment sur l'islam, notamment sur la réforme de l'État. Attention, c'est bien, on dit qu'il faut moderniser, nous sommes tous pour la modernisation, mais il ne faut pas que derrière les mots se cache une paralysie de l'imagination. Et cette modernisation qui va jusqu'au fait que le chef de l'État puisse rester débattre avec les parlementaires. C'est l'annonce, c'est une des annonces du jour. Oui, mais attention. Qu'en pensez-vous? C'était pour répondre aux attaques de la France Insoumise. On peut dire qu'il a écouté. Le président de la République, il a à répondre aux attaques de la France et pas d'un parti politique qui est pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Et qui est dans une posture politique. Le problème de la France Insoumise, c'était de savoir comment est-ce qu'il avait parlé de lui. Et je suis d'ailleurs choqué que des représentants de la nation, élus par les Français, ne viennent pas au Congrès. Devraient être sanctionnés? Non, il n'y a pas de sanction. Chacun a sa responsabilité. Mais le président de la République vient, la Constitution le permet, il fait un discours. Moi, il était intéressant pour moi d'entendre, j'ai écouté ce que les différents partis ont à dire. La fuite et l'abandon n'ont jamais fait une bonne politique. Mais c'est la posture de certains qui consiste, comme ils n'ont rien à dire, eh bien, il vaut mieux ne pas être là. Mais Emmanuel Macron leur a répondu puisqu'il veut changer ça. Attention à ces réponses qui sont faites sur le moment. Est-ce que le président de la République va venir au Congrès? Très bien. Il convoque un Congrès. Très bien. Il fait son discours. Là, on est déjà dans une petite dérive, puisque le discours qu'on a entendu, c'est un discours de politique générale. Or, l'idée du Congrès, c'est la France traverse une épreuve très difficile, rassemblons-nous, soyons tous unis, et voilà le cap que j'assigne à la France. Et le gouvernement mettra en œuvre les mesures concrètes pour arriver dans cette direction. Ne banalisons pas le président de la République qui incarne la nation. Ne banalisons pas cette institution. Et je ne suis pas sûr, mais je n'ai pas de vérité, que le faire venir, alors qu'il n'est pas politiquement responsable devant l'Assemblée nationale, n'aboutisse pas demain à ce que
les mêmes qui aujourd'hui ne sont pas venus au Congrès parce qu'ils ne pouvaient pas répondre, diront demain, mais à quoi sert qu'ils viennent nous répondre si on ne peut pas montrer notre désapprobation et si on ne peut pas voter une motion de censure? Et là, alors on sort et on retombe dans des errements qui sont très funestes pour la République. Vous avez soutenu Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Non, je n'ai pas de regrets, car il n'y avait pas d'autre solution. La droite, encore une fois, et la gauche doivent se renouveler. Elles ne se sont pas renouvelées. Nous sommes tout, c'est sa force d'ailleurs, il a tout cassé. Tout a explosé. Probablement à cause de la droite et de la gauche. Et donc, on a intérêt à ce qu'ils réussissent. Il faut qu'ils réussissent. Ce qui est important, c'est pas pour le parti politique, c'est pour la France. Il faut que la France se modernise, évolue. Mais attention, attention à ces exercices d'autosatisfaction. Avant moi, il n'y avait rien. Après moi, il y aura le déluge. C'est un peu ce que j'ai entendu. Et le message est très clair ce soir. Merci infiniment, Jean-Louis Debré, d'avoir accepté de réagir ce soir dans On va plus loin. Ce discours présidentiel dont je vous propose à présent de voir ou revoir les moments forts. Ces moments forts donc ceux de cette intervention d'Emmanuel Macron devant les parlementaires réunis en Congrès. Monsieur le Président de la République, au nom du Congrès du Parlement, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je n'ai rien oublié, et vous non plus, du choix que la France a fait il y a une année. D'un côté, toutes les tentations de la fermeture et du repli, de l'autre, la promesse républicaine. D'un côté, tous les mirages du retour en arrière, de l'autre, les yeux ouverts, le réalisme et l'espérance assumée. Et je n'ai rien oublié des peurs, des colères, accumulées pendant des années, qui ont conduit notre pays à ce choix. Elles ne disparaissent pas en un jour. Elles n'ont pas disparu en une année. Je n'ai pas oublié la peur du déclassement pour soi-même et pour ses enfants, la rage devant l'impuissance publique, le pays qui se sent coupé en deux, non pas seulement entre partis opposés, mais plus grave encore, entre sa base et son prétendu sommet. À la base, les femmes et les hommes au travail, ou qui cherchent du travail sans en trouver, tous ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, et au sommet, ceux qui sont au pouvoir, leurs discours de soi-disant puissants qui ne changent jamais rien et auxquels, en plus, on ne comprend plus rien, l'impression du citoyen d'être ignoré, méprisé, surtout de ne pas voir, de ne plus voir, où nous devons et pouvons aller ensemble. C'est pourquoi je suis devant vous, dans ce rendez-vous que j'ai voulu annuel, humble mais résolu, porteur d'une mission dont je n'oublie à aucun moment qu'elle engage le destin de chaque Française, de chaque Français, et donc le destin national. De ce destin national, nous sommes, vous comme parlementaires, le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, moi comme président conjointement chargé. Vous êtes la représentation nationale. C'est une grande tâche que de représenter le peuple souverain. Pas seulement un peuple de producteurs et de consommateurs animés d'attentes économiques et sociales, non, un peuple de citoyens, des femmes et des hommes qui veulent, les yeux ouverts, façonner leur destin collectif. Durant cette année, le Parlement a beaucoup travaillé. La mission que les Français nous ont assignée il y a un an, vous ne l'avez jamais perdue de vue. Renforcer notre économie, définir un modèle social juste et équitable, conforme aux aspirations de notre siècle, restaurer l'autorité de l'État,
et lui donner réactivité et efficacité. Relancer l'Europe. Et vous avez, jour après jour, œuvré en ce sens. Vous avez œuvré dans l'urgence pour tourner la page des politiques et des blocages qui handicapaient lourdement notre pays. Votre action a permis que l'investissement reparte, que le scandale du tirage au sort à l'université prenne fin, que l'école retrouve sa place et la transmission sa dignité, que la lutte contre le terrorisme soit inscrite dans notre droit sans avoir plus recours à l'état d'urgence, que le travail paie davantage, que la France se dote d'un budget sincère, efficace et ambitieux et repasse sous les 3% de déficit. Vous avez rendu à la France ses capacités militaires à travers une loi de programmation d'une ambition nouvelle et inédite. Vous avez levé les blocages du marché du travail, créé par un code devenu obsolète et inadapté. Vous avez sauvé d'une faillite certaine notre service public du transport, la SNCF, par une réforme sans précédent. Et le chantier institutionnel, bien sûr. Ce dernier a certes un peu tardé et nous assumons ce retard, car il n'est dû qu'au choix délibéré de donner la priorité au quotidien des Français. Le Premier ministre en présentera demain le contenu devant l'Assemblée nationale. Je sais d'ores et déjà tout le travail qui a été fait en cette enceinte. Au cœur de cette réforme institutionnelle se trouve la volonté d'une liberté plus grande. Liberté des collectivités territoriales, appelées à mieux exploiter leurs atouts, leurs spécificités, en permettant une véritable différenciation. Liberté des citoyens, grâce à une justice indépendante. Liberté du Parlement, que je veux plus représentatif des Français, renouvelé, doté de droits supplémentaires, animé par des débats plus efficaces. Je crois au bicamérisme, qui garantit une démocratie mieux équilibrée. Et je salue ici le travail accompli cette année par le Sénat pour permettre que les transformations engagées soient adoptées rapidement. J'entends, bien sûr, que l'engagement que j'avais pris devant les Français peut contrarier certains. L'idée de venir chaque année rendre compte devant la représentation nationale du mandat que les Français m'ont donné. Ce reproche est étrange, qui consiste tout à la fois à respecter ses engagements et les termes de la Constitution. La révision de 2008 a permis ce congrès sous la forme aujourd'hui décidée. Et j'entends qu'on fait les pires reproches, souvent par facilité, à cette procédure. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de déposer dès cette semaine un amendement au projet de loi constitutionnelle qui permettra que lors du prochain congrès, je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais pour pouvoir vous répondre. L'année écoulée, oui, aura été celle des engagements tenus. Ce que nous avons dit, nous l'avons fait, dans le dialogue, en acceptant les désaccords, mais souvent aussi dans l'unité nationale. Qui l'aurait parié, là aussi, il y a un an? Cette volonté d'action était au cœur de notre promesse. Les Français en voient les premiers fruits à l'école, sur leur feuille de paie, sur le marché du travail, mais ce sont seulement les premiers fruits. Je suis parfaitement conscient du décalage entre l'ampleur des réformes engagées et le résultat ressenti. Il faut du temps, et parfois un long temps, pour que la transformation initiée s'imprime dans la réalité du pays. Et je suis conscient, pleinement conscient, qu'il me revient, chaque fois que nécessaire, de rappeler le cap, de le rendre plus clair pour tous, afin que se rejoignent et travaillent ensemble, autant que possible et dans la clarté, toutes les forces disponibles du pays. Ce projet ne peut être porté que si nous sommes forts et dotés d'une économie solide.
C'est la réponse que nous devons apporter à la peur du déclassement économique et social. Or, la clé d'une économie forte, c'est l'investissement. C'est pourquoi, dès les premières semaines, nous avons revu la taxation des produits de l'épargne et réformé l'impôt sur la fortune. Non pas, comme je l'entends parfois, pour favoriser les riches, mais pour favoriser les entreprises. Une politique pour les entreprises, ce n'est pas une politique pour les riches, c'est une politique pour toute la nation, une politique pour l'emploi, une politique pour les services publics, une politique pour ceux qui restent en marge, faute de travail et faute de revenus. Et comment, d'un côté, dénoncer les faiblesses de notre modèle économique, le capital qui quitterait les frontières nationales, et de l'autre, créer les conditions de l'impossibilité d'investir en France. Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Et ce sont les entreprises, rassemblant actionnaires, dirigeants et travailleurs, ce sont les producteurs qui font ce gâteau, et personne d'autre. Et il est mensonger de défendre les salariés si on ne défend pas les entreprises. Pour accompagner ces transformations économiques, libérer l'investissement, réduire la pression fiscale qui pèse sur notre économie, l'État doit lui aussi faire des choix. Car soyons clairs, il ne saurait y avoir de baisse de la fiscalité ou de développement de l'investissement public sans un ralentissement de la hausse continue de nos dépenses. Et il ne saurait y avoir une meilleure maîtrise de celle-ci sans des choix forts et courageux. C'est dans cet esprit que le Premier ministre présentera dans quelques semaines les nouvelles décisions permettant de tenir les engagements de baisse de nos dépenses publiques prises devant les Français. Cela s'accompagnera en particulier d'une réorganisation de l'État à travers plus de présence sur les territoires, plus de souplesse de gestion. D'ici la fin de l'année, le Premier ministre présentera l'ensemble de ces décisions pour la transformation indispensable de l'action publique. Il s'agit là aussi, sur ce point, de nous confronter collectivement à nos propres contradictions. Tout le monde souhaite la baisse des impôts. Parfois, d'aucuns les proposer plus que celles qu'applique à l'heure actuelle le gouvernement. Mais nul ne veut jamais les assumer lorsqu'elles sont décidées. Mais surtout, il faut enrayer un mode d'action publique qui a toujours procédé aux économies en réduisant sa présence sur les territoires. Ce que le Premier ministre présentera et qui sera mis en œuvre à partir de 2019 par son gouvernement, c'est précisément de repenser sur tous les territoires la présence de l'État et de ses services, de réouvrir de l'emprise et de contrarier ce faisant plusieurs décennies que toutes majorités ont mises en œuvre pour la réduction des déficits publics. En cette première année, beaucoup d'instruments ont été mis en place pour soutenir l'investissement et l'innovation à travers toute l'économie. La force de notre économie, quand nous l'aurons pleinement retrouvée, c'est le socle même de notre projet de société, du projet de justice qui est au cœur du projet que je veux porter au nom de la France. Ce n'est pas un projet pour la réussite matérielle de quelques-uns auquel je crois. C'est un projet pour l'amélioration de la vie de tous. Car ce n'est pas le petit nombre qui m'importe, mais la communauté de nos concitoyens, de la base au sommet de l'échelle sociale. Toutes les sociétés qui ont propagé l'idée que la prospérité devait nécessairement se traduire par des inégalités croissantes le paieront, je le crois, au prix fort. Certaines ont déjà commencé à le payer lorsque les classes populaires et les classes moyennes se sont réveillées pour rappeler à leurs dirigeants que le compte n'y était pas. Mais ne nous y trompons pas. Nous aussi, nous avons des inégalités croissantes. Il y a une voie française vers l'inégalité. Elle progresse depuis plus de 30 ans. Il ne s'agit pas, comme chez nombre de nos voisins, d'une inégalité de revenus, même si elle existe. Non.
Ce qui s'est installé avant tout en France, ce sont les inégalités de destin. Selon l'endroit où vous êtes né, la famille dans laquelle vous avez grandi, l'école que vous avez fréquentée, votre sort est le plus souvent scellé. Et ces inégalités de destin, durant les 30 dernières années, ont progressé dans notre pays, qu'on veuille le voir ou non. À mes yeux, le cœur même d'une politique sociale, celle que nous devons porter, n'est pas d'aider les gens à vivre mieux la condition dans laquelle ils sont nés et destinés à rester, mais d'en sortir. Le pilier premier de la politique sociale à laquelle je crois est une politique de l'émancipation de chacun, qui libère du déterminisme social, qui s'affranchit des statuts. C'est pourquoi, depuis 1 an, nous avons tant fait pour l'éducation. L'école maternelle obligatoire à 3 ans fait partie de ces mesures dont nous devons être fiers. Car les enfants déscolarisés à cet âge ne rattrapent plus leur retard de socialisation et d'apprentissage. Or, ce sont les enfants des milieux modestes qui étaient le moins scolarisés ou qui ne l'étaient pas. Cela entrera en vigueur dès la rentrée 2019. Le dédoublement des classes de CP et CE1 en zone d'éducation prioritaire, dite REP et REP+, est une mesure de justice sociale plus efficace que tous les dispositifs de redistribution. Parce qu'on y distribue de manière différenciée le savoir fondamental, celui de lire, d'écrire, de compter, de se comporter. La réforme de l'orientation assure des choix plus judicieux et des trajectoires plus adéquates aux talents de chacune et chacun. Cependant que la réforme du baccalauréat sur 3 ans recentre les compétences sur l'essentiel, si souvent perdu de vue dans les brumes d'ambitions pédagogiques peu substantielles. La mise en place de Parcoursup donne aux jeunes gens la faculté de décider plus lucidement de leur formation initiale. En faisant, à travers ces décisions fortes, une transformation radicale de notre système éducatif. Vous avez permis de former des femmes et des hommes plus sûrs de leurs compétences, mieux éduqués, et ainsi de former des citoyens plus assurés de leur place dans la société et dans la nation française. C'est ainsi que nous renouerons avec cet idéal français des Lumières qui place cette citoyenneté émancipée au-dessus des conditions sociales, des origines comme du genre. Je veux, dans cette 2e année qui s'ouvre, redonner corps à une république contractuelle à laquelle je crois, celle qui permettra de jeter les bases d'un nouveau contrat social, celui du siècle qui s'ouvre, par une discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi des élus. C'est à son élaboration comme au détail de sa mise en œuvre que je veux les inviter dès le 17 juillet prochain pour discuter des transformations de l'assurance chômage, comme je viens de le dire, mais également de la santé au travail et de tous les sujets indispensables à ces transformations. De le faire dans l'esprit constructif avec lequel nous avons su mener ces derniers mois le dialogue sur l'égalité femmes-hommes entre le gouvernement et l'ensemble des partenaires sociaux. La priorité de l'année qui vient est simple. Nous devons construire l'État-providence du XXIe siècle. Un État-providence émancipateur, universel, efficace, responsabilisant. C'est-à-dire couvrant davantage, protégeant mieux, s'appuyant aussi sur les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous. Dès 2019, nous refonderons notre régime de retraite pour protéger mieux ceux dont les carrières, précisément, sont hachées, instables, atypiques. Bien souvent, les carrières des femmes, d'ailleurs.
Faire croire à cet égard que nous voudrions supprimer les pensions de réversion est une rumeur malsaine visant à faire peur. Je le dis clairement, rien ne changera pour les retraités d'aujourd'hui, rien. Et pour une raison simple, c'est que pour la première fois, rien. C'est que pour la première fois, ce qui a été choisi n'a pas été de faire une économie sur les retraités d'aujourd'hui ou ceux qui s'apprêtent à partir à la retraite, mais de refonder un système de retraite juste, unique, transparent, un système qui viendra progressivement remplacer la quarantaine de régimes existants. Ce sont ensuite nos concitoyens qui vivent en situation de pauvreté. La stratégie de lutte contre la pauvreté sera présentée en septembre et mise en œuvre en 2019. Construite avec l'ensemble des acteurs, elle ne se contentera pas de proposer une politique de redistribution classique, mais une politique d'investissement et d'accompagnement social. Non pas de nouvelles aides en solde de tout compte, mais un accompagnement réel vers l'activité, le travail, l'effectivité des droits fondamentaux, la santé, le logement, l'éducation. Je veux que cette action engage toutes les forces vives de la société et au premier chef, celles et ceux qui vivent dans la pauvreté. Je ne veux pas d'une stratégie qui s'imposerait d'en haut, dans la torpeur de l'été, pour régler un sujet ou cocher une case, mais enfin sortir de l'état de minorité civique. Nos concitoyens qui vivent en situation de pauvreté et veulent être les acteurs de leur propre vie et de ce changement. Ce sont enfin les plus âgés, vivant en situation de dépendance. Là se niche l'angoisse des personnes âgées et celle de leur famille. Nous l'avons laissé s'installer et nous avons permis que les familles trouvent par elles-mêmes les réponses, en dehors de tout cadre officiel, faisant de la dépendance une détresse inouïe. Ce que nous avons vu ces dernières années émerger, c'est un nouveau risque social auquel nous serons toutes et tous confrontés. Et une part de l'angoisse que j'entends de nos concitoyens les plus âgés n'est pas simplement l'angoisse pour eux-mêmes et leur retraite, c'est l'angoisse pour ce qu'ils vont devenir ou ceux dont ils ont souvent la charge. Il nous faut donc construire pleinement le financement et l'organisation de ce nouveau risque social. Nous ne pouvons plus longtemps l'ignorer, faire semblant. Nous devons donc venir au secours des familles, organiser les choses différemment, répondre aussi aux besoins des personnels des EHPAD qui font ce travail admirable que je décrivais. C'est pourquoi l'année 2019 sera consacrée à ce travail et je souhaite qu'une loi soit votée durant cette année qui permette d'y répondre. La République n'a aucune raison d'être en difficulté avec l'islam, pas davantage qu'avec aucune autre religion. La laïcité, du reste, commande qu'elle n'ait pas à en connaître et veut simplement que soit garantie à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais il y a une lecture radicale, agressive de l'islam, qui se fixe pour but de mettre en cause nos règles et nos lois, de pays libres, de sociétés libres, dont les principes n'obéissent pas à des mots d'ordre religieux.
Il faut que tout le monde sache qu'en France, la liberté individuelle, la liberté de penser, la liberté de critiquer, l'égalité des femmes et des hommes, le respect des choix individuels, tant qu'ils n'attendent pas aux droits des citoyens, sont des principes intangibles. Dès l'automne, nous clarifierons cette situation en donnant à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République. Nous le ferons avec les Français, dont c'est la confession, et avec leurs représentants, l'ordre public, la civilité ordinaire, l'indépendance des esprits et des individus à l'égard de la religion ne sont pas de vaines paroles en France, et cela impose un cadre rénové, une concorde retrouvée. Cet ordre républicain, enfin, se construit dans la cohésion nationale et donc dans le rapport à l'autre, l'étranger. La peur que nous devons entendre, c'est bien celle-là. Et je sais combien ces débats vous ont vous-même préoccupé. Et je pense que ce sujet ne peut être réglé ni dans l'émotion qui crée la confusion, ni dans la fermeture et le repli nationaliste qui ne permettent de régler durablement aucun problème. Nous devons, sur ce sujet encore, nous montrer fidèles à notre Constitution, qui protège de manière inconditionnelle ceux qui demandent l'asile, mais impose des règles précises à ceux qui, pour des raisons économiques, quittent leur pays pour rejoindre le nôtre. L'ordre républicain exige le respect des frontières, des règles pour rejoindre ce qu'est la nation. C'est le principe même de la souveraineté et un devoir d'humanité que notre Constitution prévoit. La frontière véritable qui traverse l'Europe est celle aujourd'hui qui sépare les progressistes des nationalistes. Et nous en avons pour au moins une décennie. Ce sera difficile, mais le combat est clairement posé. Il sera au cœur des enjeux de l'élection européenne de 2019, qui appartient à ces scrutins qui sont aussi des tournants. Et comme au cœur de toute menace naît une grande opportunité, c'est sur cette crise que nous fonderons les clés de la puissance européenne, de l'indépendance européenne, de la conscience européenne de demain, après 70 ans de paix qui nous ont trop souvent conduits à perdre de vue le sens même de l'Europe. Le progrès, la dignité de l'individu, la force juste de la République sont nos boussoles et nous suffisent. Notre seule idéologie, c'est la grandeur de la France, n'en déplaise à certains. Et ce que nous construisons, n'en déplaise aux adeptes de l'immédiat, nous le faisons pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, c'est-à-dire pour la jeunesse, pour qu'elle grandisse. Pour qu'elle grandisse dans un pays où elle puisse choisir sa vie, ressentir pleinement cette appartenance qui fait la force d'un peuple et contribuer librement à ce projet qu'on appelle une nation. C'est en somme un patriotisme nouveau, réinventé, vivifié, que nous sommes en train de construire. Il ne se fait pas en un jour, il ne se fait pas en un an, mais c'est à cela, mesdames et messieurs, que je vous appelle. Vive la République, vive la France! Voilà donc pour les moments les plus forts, les plus marquants de cette intervention présidentielle. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. PublicSénat.fr, vous le savez, pour toujours plus d'informations. L'invité de Territoire d'Info, demain, c'est Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.